virtuellement. Les personnes qui sont également en ligne, on a tenu à faire un événement hybride pour pouvoir sensibiliser au maximum sur les tenants et les aboutissants, non seulement de la feuille de route en matière de finances durables pour notre province. On a pensé qu'il était important, avant la période estivale, de marquer une pause tous ensemble pour pouvoir faire un état des lieux de où est-ce qu'on en est rendu, vous partager certains éléments de notre réflexion qui est actuellement en cours, puis également avoir un appel à vous pour rassembler, avoir vos idées, vos commentaires à travers une petite période de consultation qu'on va vous proposer dans les prochaines semaines de façon à inclure différents points de vue dans l'élaboration de cette feuille de route, puis on y reviendra dans quelques instants. Nous avons ensemble à peu près 1 heure. Je vais laisser la parole dans pas très longtemps à Gabriel Brassard, qui est directeur principal chez Deloitte. Deloitte est la firme de service conseil qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs semaines dans ce mandat extrêmement important qui nous est confié par 2 ministères, le ministère de l'Environnement et le ministère des Finances. C'est un mandat qui a été vraiment impulsé par le gouvernement du Québec et dont la ligne d'arrivée se situe quelque part au tout début de l'automne en septembre, octobre. Donc, vous allez le constater, on a quand même un échéancier qui est assez agressif, entre guillemets, de ce point de vue-là, parce qu'on veut avancer très, très rapidement dans l'élaboration de cette feuille de route. On veut faire les choses correctement, bien entendu, prendre le temps de la discussion, de la réflexion dans plusieurs dimensions de ce document qui est extrêmement important parce qu'il vise à aligner le secteur financier de notre province avec des objectifs de durabilité qui sont enchâssés dans certaines stratégie gouvernementale. On peut penser à la stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, au plan pour une économie verte. Et cette feuille de route-là fait partie même du plan d'action en matière de durabilité du ministère des Finances. Donc, vous comprenez que c'est un mandat extrêmement important. Et ce faisant, la province du Québec, et on peut collectivement en être fier, est la première juridiction en Amérique du Nord et la première des provinces au Canada à se lancer dans un tel exercice. Peut-être que Gabriel va y revenir dans quelques instants, mais il existe de très nombreuses feuilles de route en matière de finances durables de par le monde. Il y en a une quarantaine, on a fait une analyse. Beaucoup se situent sur le vieux continent, en Europe, en Asie, mais aucune en Amérique du Nord, si ce n'est l'État de la Californie, avec une feuille de route qui concerne le secteur de l'assurance uniquement. Notre exercice, celui qui nous concerne au Québec, se veut vraiment holistique. Donc, c'est l'intégralité du secteur financier qui est concerné. On parle, oui, de l'assurance, mais on parle aussi de l'investissement, du placement à travers les fonds de pension, à travers la gestion d'actifs. On parle également du secteur bancaire dans une certaine mesure. On parle, bien entendu, également de l'écosystème. Et pourquoi est-ce que je parle de l'écosystème? Parce que la durabilité, c'est une façon de reconnecter au monde réel qui nous entoure aussi notre industrie, le secteur financier, pour pouvoir accompagner la transition socio-écologique du Québec et de son économie réelle en particulier. Donc, les grandes entreprises sont déjà dans une certaine mesure soumises à certaines exigences en termes de divulgation. Mais quand on pense à l'économie réelle, il faut penser aussi à la kyriade d'entreprises qui la constituent. Et 99 et quelques pourcents du tissu économique au Québec, c'est de la PME, c'est de l'entreprise qui a quelques employés, qui a moins de 100 employés, c'est 270 000 PME au Québec. Donc, il faut pouvoir prendre en considération également ces points de vue-là dans l'élaboration de notre feuille de route. Et on le veut avec une gouvernance qui est diverse et qui se veut ouverte aussi. Puis je vais prendre quelques instants pour rappeler un peu la structure de gouvernance qui est en place autour de la feuille de route. Il me semble important que vous ayez cela en tête parce que c'est un mandat qui est confié par le gouvernement, je l'ai déjà mentionné, mais il y a énormément de parties prenantes qui sont impliquées dans cette feuille de route-là, puis vous aurez le plaisir d'écouter certaines de ces personnes dans quelques minutes également. Donc, une structure de gouvernance bien particulière. Le mandat est confié par le gouvernement, par l'entremise de 2 ministères, Finances, Environnement. Il y a un comité directeur du gouvernement, donc 2 sous-ministres adjoints siègent sur ce comité-là et vont recevoir les recommandations, les initiatives, les actions, les mesures qui vont se retrouver dans la feuille de route au nom du gouvernement. En dessous de cela, pardon, il y a un comité aviseur composé de 22 organisations, 22 personnes, issues non seulement du secteur financier, mais aussi de l'écosystème. Et puis, on a des représentants de la société civile. On a, par exemple, Oxfam Québec qui siège sur ce comité-là. On a Environmental Defense Canada qui siège sur ce comité également. On a des représentants du milieu académique. On a des représentants de l'économie, des entreprises qui sont là aussi. Donc, on a voulu avoir un comité très ouvert, très diversifié, à l'image de ce qu'est la société québécoise. Et
on a aussi aujourd'hui des groupes de travail qui avancent en parallèle, 4 groupes, pour explorer certaines thématiques particulières qui sont aujourd'hui discutées plus précisément dans le cadre de l'élaboration de la feuille de route. Et on va vous présenter aussi ces points, ces réflexions thématiques qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans le cadre de la feuille de route. Donc, je voulais juste prendre ces quelques minutes pour rappeler le mandat, rappeler également la structure de gouvernance, parce qu'il est important que vous ayez cela en tête, et un peu les échéances qui sont rattachées à nos travaux, avec une ligne d'arrivée, comme je disais, qui se situe au tout début de l'automne, en septembre, et début octobre, là, on va voir, mais ça en vient très, très rapidement. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vais laisser la parole à Gabriel Brassard, donc directeur principal chez Deloitte, pour une présentation, une dizaine de minutes, à la suite de quoi on se réunira également avec quelques personnes impliquées dans les travaux pour une discussion, explorer un peu plus ensemble quelques dimensions de notre feuille de route. Et puis, bien entendu, on prendra vos questions, vos commentaires à la toute fin du panel de discussion. Gabriel, je t'invite à me rejoindre. Merci beaucoup, Florian. Gabriel Brassard, directeur principal dans l'équipe de stratégie chez Deloitte. J'ai la chance, avec mon équipe qui est présente aujourd'hui, d'ailleurs, d'accompagner Finance Montréal dans la réalisation de cet important mandat de l'élaboration de la feuille de route en finance durable. Je vous propose qu'on prenne une dizaine de minutes là, pour illustrer certains points que Florian mentionnait, donner un bref aperçu là, de la démarche que l'on suit depuis quelques semaines et qui va nous amener à l'automne. Alors, première des choses, quel est le contexte de la feuille de route? Eh bien, on a 3 grands objectifs qui sont, ni plus ni moins, là, de transformer la finance d'aujourd'hui, y intégrer le développement durable, mettre en place des processus pour que les différentes parties prenantes de l'écosystème soient impliquées dans les décisions financières dans l'avenir et très concrètement, pallier les manques à gagner en investissement durable pour supporter la transition de l'économie réelle. Ultimement, ces objectifs-là guident des discussions que Florian mentionnait là, en ateliers thématiques avec 4 groupes qui se penchent sur les grands piliers de la finance durable et de la feuille de route. Et le but, c'est ni plus ni moins là, de faire du Québec un leader et un pôle d'expertise mondiale en finance durable, pour une économie qui prospère et qui est juste également. On s'est donné 5 grands principes directeurs pour cette démarche-là. Numéro 1, valoriser une diversité de points de vue. On a voulu composer nos groupes de travail avec des organisations, des individus qui reflètent l'ensemble du Québec. On veut aussi faire de la feuille de route un instrument qui est flexible. C'est un outil qui doit pouvoir évoluer dans l'avenir, qui doit pouvoir être mis à jour dans quelques années ou à la lumière de nouvelles tendances qui pourraient émerger. On veut aussi que cette feuille de route-là soit transparente, c'est-à-dire qu'une reddition de compte puisse être faite facilement, qu'elle puisse être vulgarisée, que les progrès puissent être bien communiqués aux différentes parties prenantes et à l'ensemble de la société. Enfin, on veut s'assurer qu'on a des bonnes pratiques de gestion de projet, qu'on veut prioriser, séquencer les initiatives et faire chaque chose en son temps. Et enfin, on veut identifier quelles sont les organisations qui sont les porteurs de ballon de chacune de ces initiatives-là. On va revenir sur ces éléments-là. Donc, depuis le début de l'année, ça vaut la peine de mentionner qu'on a réalisé tout un travail de fond pour comprendre l'état actuel de la finance durable et venir ancrer nos discussions en groupe thématique sur une compréhension de ces tendances-là. Donc, dès le début de nos travaux, on a voulu recenser à l'échelle mondiale quelles sont les grandes tendances qui favorisent l'adoption, le développement de la finance durable et quelles sont les tendances qui peuvent la freiner, quelles sont les contraintes à prendre en considération. Donc, on a fait tout un recensement de cette situation-là. On a aussi porté une attention particulière aux bonnes pratiques que d'autres juridictions ont mises en place. Donc, qui sont, autrement dit, les leaders, qui sont les juridictions qui ont saisi des opportunités particulières ou qui ont relevé des défis d'adoption de la finance durable particulièrement bien? Et est-ce qu'on peut s'inspirer en tant que juridiction de ces pratiques-là?
On a aussi regardé spécifiquement les feuilles de route de d'autres juridictions pour regarder de quelle façon elles ont été structurées. On en a regardé une quarantaine, comme on mentionnait d'entrée de jeu, pour encore une fois regarder qu'est-ce qui est possible et avec quoi est-ce qu'on peut travailler à haut niveau. On ne s'est pas arrêté là. On est parti de l'échelle globale. On a voulu aussi interpréter quelle est la réalité du Québec. Donc, on s'est donné un cadre pour décrire les 6 maillons de l'écosystème en finance durable au Québec, avec 6 grandes catégories d'acteurs. Donc, tous les acteurs de capital de financement, prêteurs, investisseurs, les instances de direction stratégique, les instances gouvernementales, par exemple, toutes nos organisations réglementaires ou de normes, l'économie réelle, bien sûr, donc l'ensemble de notre tissu industriel, les entreprises, la société civile, les citoyens, nos organisations, nos institutions d'enseignement, de recherche qui forment le talent, et tout notre écosystème de haute technologie et d'innovation. On a donc passé en revue à travers des entrevues, à travers des sondages, des entrevues d'experts, chacun de ces maillons-là pour comprendre quel est l'état des lieux, quel est le niveau de maturité au Québec dans chacune de ces composantes-là, pour essayer de comprendre où est-ce que le Québec est fort aujourd'hui, où est-ce qu'on se distingue et où est-ce qu'on peut devenir exceptionnel, autrement dit, en saisissant certaines opportunités, et quels sont les endroits où il y a peut-être des lacunes à combler, où est-ce qu'il faut peut-être redoubler d'efforts pour se donner les bases d'une transition vers la finance durable. Tout ce que je viens de décrire, tout cet entonnoir-là de regarder les tendances mondiales, de regarder les meilleures pratiques, de les interpréter au contexte québécois, ça formait notre première phase de travaux, l'état de la situation. On se trouve maintenant au milieu de notre démarche. Donc, on s'est doté d'une bonne compréhension. Maintenant, on est dans une démarche d'idéation, de priorisation et de séquencement d'initiatives. Donc, on s'est donné 4 grands thèmes que je vous présente dans un instant et formé 4 groupes de travail avec une diversité d'acteurs pour tout d'abord élaborer une liste d'initiatives, une liste d'actions, de projets potentiels qui sont nécessaires à la réalisation de chacun de ces chantiers-là. Dans un deuxième temps, et c'est là, même cette semaine, là, le but de nos travaux, on en est à prioriser quelles sont les actions qui doivent avoir lieu dans différents horizons de temps. Et enfin, le séquencement un peu plus précis là, sera l'aspect de gestion de projet pour identifier des dépendances, identifier quelles sont les contraintes et les attributs un peu plus précis là, de chacune de ces initiatives-là. La suite des travaux jusqu'à l'automne, comme vous pouvez vous en douter, là, sera sur des aspects un peu plus précis, un peu plus tactiques de stratégie d'exécution, de budgétisation de ces initiatives-là également. Alors, je faisais allusion à 4 thèmes. Quels sont ces 4 thèmes? Nos 4 sujets visent à, encore une fois, là, découper quelles sont les grandes composantes de la feuille de route en finance durable. Le premier thème, outiller le talent d'aujourd'hui et de demain. Autrement dit, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'établir et d'entretenir un bassin de personnes qui sont qualifiées, qui ont les bonnes connaissances, les bonnes compétences pour intégrer les principes de finance durable dans notre écosystème financier. Le second thème, accélérer le déploiement de capital. Autrement dit, comment orienter et comment augmenter les flux de capitaux vers la transition de l'économie réelle. Numéro 3, c'est entretenir un dialogue de société. On peut se donner les moyens et le talent d'effectuer une transition. On peut orienter le capital. Ceci dit, il faut entretenir, mettre à jour, comme on le disait d'entrée de jeu, cette feuille de route. Être capable de rester à l'écoute, d'avoir un dialogue à 2 sens et de prendre en compte de nouvelles tendances qui vont émerger dans l'avenir et de garder les communications ouvertes avec les différentes catégories de parties prenantes qui peuvent avoir différentes priorités. Enfin, le numéro 4, c'est faciliter un encadrement efficace du marché. On fait ici allusion, évidemment, là, à tout l'encadrement réglementaire, aux normes, aux standards qui pourront faire en sorte que la finance durable pourra
avoir des règles claires, comme on aime le dire. Je termine sur un avant-goût et je dois vous avertir ici que c'est là une liste d'orientations qui évolue, qui évoluera à coup sûr. La prochaine fois que vous verrez une version de cette représentation-là, elle va certainement avoir changé. Mais le message sur lequel on veut vous laisser aujourd'hui, c'est que il y a toute une liste d'initiatives beaucoup plus tactiques, beaucoup plus précises qui est présentement en cours d'élaboration. Chacun de ces thèmes-là est détaillé en différentes orientations qui portent sur, je reviens à ce thème-là, des opportunités que le Québec peut saisir, des contraintes qui doivent être relevées et de nouvelles pratiques là, qui peuvent être instaurées. Donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous verrez une liste beaucoup plus étoffée, beaucoup plus détaillée, là, encore une fois, d'actions et de projets que la feuille de route recommande d'entreprendre pour les prochaines années, avec des porteurs d'initiatives et des parties prenantes impliquées détaillées pour chacun. Je m'arrête ici. C'est là où nous en sommes et il y a de très bons du contenu fort intéressant qui va émaner de nos discussions qu'on a bien hâte de vous partager dans les prochaines semaines. Hop. Merci beaucoup, Gabriel. Je pense qu'il y avait peut-être encore... Non. Je reviens en arrière. Hop. Non, non, non. Bon, c'est pas grave. Anyway, on va vous communiquer le QR. Ah, bah il est là, voilà. Alors, comme je disais au tout début, on a besoin de recueillir vos idées également. Donc, à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au 5 juillet, Gabriel, si je ne me trompe pas, jusqu'au 5 juillet, on ouvre une période de consultation publique là, autour de l'élaboration de la feuille de route basée sur les thématiques, les orientations que Gabriel vient de présenter. Il est important pour nous de garder le dialogue ouvert. Puis, vous le voyez, c'est une des thématiques importantes qui ressort aujourd'hui des discussions autour de la feuille de route. Donc, cette période de consultation-là s'ouvre. On veut recueillir donc vos propositions, vos suggestions, ce que vous pensez être aujourd'hui essentiel comme élément de se retrouver dans une feuille de route en matière de finances durables pour notre province. On s'engage à revoir l'intégralité de ces commentaires-là et également de les intégrer lorsque c'est pertinent, lorsque c'est matériel dans les discussions avec nos groupes de travail, de faire remonter ça au comité aviseur. Tout cela pour s'assurer qu'effectivement, on ait cette approche inclusive au niveau de l'élaboration de la feuille de route qui reste notre préoccupation numéro un. Et puis, on veut s'assurer là d'entendre l'intégralité des parties prenantes, donc pas uniquement le secteur financier, la société civile est bien invitée à répondre également, à faire ses suggestions. Je vois Maxime de la coalition qui est dans la salle, mais je pense également qu'il y a certaines personnes en ligne qui peuvent se sentir interpellées aussi par rapport à cette élaboration de la feuille de route. Donc, ce QR code-là, vous pouvez le scanner, mais bien entendu, en ayant participé à l'événement, vous recevrez également par courriel les liens pour pouvoir répondre à cette consultation-là. Voilà, sans plus tarder, je vais inviter... Oui. La reddition de compte de la feuille de route en elle-même ou la reddition de compte des organisations qui vont être impactées par la feuille de route? Est-ce qu'on a une bonne feuille de route? C'est des points qui sont discutés aujourd'hui dans certains des groupes de travail pour avoir des mécanismes non seulement de gouvernance dans le temps au niveau de la feuille de route, et également des mécanismes de rétroaction de la mise en œuvre des initiatives, des recommandations qui se retrouvent dans la feuille de route. Donc, cela est en discussion. Il n'y a pas encore de décision qui a été prise de ce point de vue-là, mais c'est un élément qu'on a en tête. Je proposerais qu'on prenne les questions après le panel de conversation. Je vais inviter Flavie Desgagnés-Étier, qui est la directrice du programme Climat à la Fondation familiale Trottier, de me rejoindre. Josiane
Marchand Duchesneau, qui est spécialiste engagement et partenariat chez Fondation, et Ivan Meyer, qui est professeur titulaire de la chaire de recherche en finance durable IA Groupe Financier au département finance de HEC Montréal, à bien vouloir nous rejoindre. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation de se joindre à nous ce matin. J'ai souhaité vous réunir pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vous aime et je vous apprécie énormément, donc ça, c'est une bonne raison. La deuxième, c'est que vous êtes toutes et tous impliqués de différentes façons dans l'élaboration de cette feuille de route. Certains depuis le tout début, d'autres un peu plus récemment, dans le cadre des groupes qu'on a constitués il y a quelques semaines. Peut-être pour permettre de vous présenter un peu plus amplement et de façon brève, j'aimerais vous demander de préciser un peu pourquoi est-ce que vous êtes senti interpellé par la feuille de route, comment est-ce que vous y impliquez aujourd'hui à travers vous, puis à travers vos organisations également. Flavie, je commencerai par toi, puis ensuite Josiane et Yvan. Avec plaisir. D'abord, merci pour l'invitation, Florian. Alors, moi, je suis directrice du programme en changement climatique à la Fondation familiale Trottier. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Fondation Trottier, on est une fondation familiale basée à Montréal et l'un des plus importants organismes philanthropiques qui focus sur les changements climatiques au Canada. Donc, on travaille avec les villes pour les décarboniser, à électrifier les transports, à décarboniser les industries lourdes. Mais un de nos focus importants, c'est la finance durable, parce que la finance, c'est le système d'irrigation de notre société. Alors, on a beau travailler avec les villes, avec le transport, mais on travaille dans le vide si on ne s'attaque pas à la finance, puis si on ne s'assure pas de bien diriger les flux de capitaux vers la transition de notre économie. Donc, c'est un focus important pour nous et d'où notre implication. Merci. Même chose. Moi, je travaille à Fondation depuis 15 ans. Puis, si vous ne connaissez pas Fondation, on est tombé dans la potion là, dès le départ. Le développement durable fait partie de notre loi constitutive. Vous connaissez sûrement notre PDG Geneviève Morin, qui est présidente du chantier, en fait, du comité sur la finance durable. J'ai aussi notre collègue Claire Bisson, qui est vice-présidente et chef de l'investissement à Fondation, qui fait partie d'un comité. Donc, il y a la fonction dialogue qu'on a à Fondation, où est-ce qu'on veut entretenir des liens parce qu'on considère que la finance, c'est important, mais ça ne vit pas seul. Donc, c'était une évidence de participer à ce comité. Merci, Jeanne. Yvan? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Et bien sûr, on collabore déjà depuis quelques temps avec Finance Montréal. Donc, pour nous, l'éducation en finance durable, c'était un enjeu de choix depuis quelques temps. Donc, on a eu plusieurs initiatives. On est allé ensemble aussi avec une délégation, et je vois d'autres personnes ici présentes. On était une délégation qui est allée à New York pour la Climate Week. Donc, je pense pour nous, c'est très important d'être à jour sur les tendances parce que nos formations, nos programmes qu'on a à HEC Montréal, on essaie de les arrimer aussi avec les besoins de l'industrie. Et à la finance durable, c'est un peu différent d'autres domaines. Je ne peux pas prendre le livre comme standard qui existe depuis 20 ans de ma bibliothèque ou en ligne aujourd'hui. Donc, pour donner mon cours, donc, je suis très content de collaborer ici au sein de ce comité. Je suis aussi, comme j'ai mentionné, sur un comité avec Finance Montréal où on offre des cours en ligne et à distance en général. Donc, c'est très important pour nous d'être impliqués. Merci beaucoup à vous trois d'être si impliqués dans l'élaboration de cette feuille de route-là. Effectivement, chez Finance Montréal, nous, on est simplement l'organisation qui vise à rassembler. On concerte, etc. Mais je le dis bien souvent et un peu à la joke, mais on est des toutologues, des généralistes de tout et des experts de rien. Et puis, c'est vous les experts. Et on a besoin d'avoir des points de vue des gens qui sont dans l'industrie, des gens qui sont dans la société pour nous aider à bâtir cette feuille de route-là. Gabriel nous présentait à haut niveau les thématiques, les orientations qui sont présentement discutées là dans chacun des groupes. L'un des piliers de notre industrie, c'est le talent, la main-d'œuvre. Le Québec, c'est 170 000, 175 000 professionnels dans le secteur des services financiers, sans compter les gens qui occupent des fonctions financières à l'intérieur même des entreprises. Donc, il était tout naturel que la conversation, les discussions commencent à se porter sur l'éducation, la formation. Puis, Ivan, je vais rester avec toi dans un premier temps, justement, pour pouvoir explorer un peu plus ensemble cet aspect-là. C'est
Et je sais que c'est un dossier, une thématique qui est importante chez HEC Montréal, qui est importante aussi dans pas mal d'autres institutions d'enseignement supérieur dans notre province. Mais selon toi, là, comment est-ce qu'on peut s'assurer vraiment d'intégrer la durabilité, de la finance durable dans nos programmes de formation aujourd'hui pour pouvoir répondre aux besoins non seulement du talent qu'on a actuellement, mais surtout de bâtir la future génération de leaders au sein des services financiers, mais aussi au sein de l'économie. Comment est-ce que tu vois cela? Pour moi, en général, il y a comme, je dirais, deux volets importants. Un volet, c'est la formation, donc nos cours, l'offre de cours. Et l'autre, je vais revenir aussi là-dessus, c'est l'infrastructure pour rendre la finance durable attrayante pour nos étudiants. Donc, au niveau des cours, tout au début, il y a quelques années où j'ai pris l'initiative à HEC Montréal d'introduire la finance durable, je me suis demandé c'est quoi la manière la plus efficace. Il y a deux aspects à considérer. Un, efficace. Ça ne peut pas durer 5 ou 10 ans parce que les structures existantes, c'est difficile à changer vite. Et de l'autre côté, d'avoir un impact. Donc, j'ai décidé, après réflexion, après communication aussi au sein du comité de Finance Montréal, j'ai décidé que d'avoir le plus d'impact au sens large, c'est vraiment d'intégrer la finance durable dans les cours de base. Mais ce n'est pas une mince tâche parce que ça veut dire que ça implique beaucoup de personnes dans des programmes, dans des cours de base, on ne peut pas juste introduire un nouveau cours. C'est beaucoup plus facile d'ajouter à l'offre des cours optionnels un cours en finance durable. Mais un cours de base, je dois remplacer quelque chose d'autre parce qu'on ne peut pas agrandir notre compte commun. Donc, la façon de le faire d'une manière efficace, j'ai découvert, c'est vraiment de prendre les cours existants et de l'intégrer. Mais il y a un autre défi parce que ces cours de base, il y a plusieurs cohortes, donc il y a beaucoup de coordination à faire et surtout aussi une formation des enseignants. Donc, les enseignants dans ces cours de base, ce ne sont pas nécessairement des experts en finances durables, c'est hors de leur zone de confort. Donc, ça prenait aussi un accompagnement, une formation de ses collègues, de discuter avec la coordonnatrice, par exemple, au BA, où on a introduit cette année la finance durable et des concepts de base dans le cours. Donc, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de coordination. Et en plus, il n'y a pas vraiment du matériel pédagogique qui est juste quand même facile à accéder. Donc, aujourd'hui, à HEC Montréal, on est quand même au MBA, par exemple, on a un programme en gestion durable, ou bien sûr le cours de finance durable est partie intégrale. C'est pas mal unique au monde d'avoir comme cette spécialisation en gestion durable. À l'MSC, j'ai créé comme un cours qui est basé sur les dernières recherches, et tel que je mentionnais maintenant aussi au bac. Donc, aujourd'hui, on a un plan pour tous les programmes. Mais ça, c'est juste un volet. L'autre volet qui est, à mon avis, très important pour le rendre efficace, c'est d'avoir l'infrastructure. Je compare ça un peu avec le transport public. Moi, j'habite à côté de la station de métro de Castelnau, ou plutôt, on a choisi d'habiter à côté du transport public. Et comme ça, moi, je ne me demande même pas la question le matin si je vais à centre-ville pour enseigner dans notre nouvel immeuble, si je prends la voiture, parce que c'est trop compliqué. C'est beaucoup plus facile avec le métro. Je peux trouver un stationnement, pas de souci de tempête de neige, ce qui n'est peut-être pas un souci présentement, en tout cas. Mais ça prend aussi l'infrastructure qui est fonctionnelle. Tout nous, dans le transport, si le métro est trop achalandé, c'est pas agréable. Si le métro est en panne, oui, ça doit être attrayant. Même chose pour la finance durable. Si je transpose ça à notre milieu académique, les étudiants doivent avoir facilement l'accès à des bases de données clés. Donc, on devait se comparer notre offre de bases de données devait se comparer aux meilleures universités au monde pour attirer le talent. Ça doit être facile à accéder. C'est un enjeu majeur. On n'a pas vraiment encore en place des experts des bases de données qui pourraient aider aux étudiants d'avoir un accès plus facile. Tous ceux qui travaillent avec des données ESG, ils connaissent les défis, c'est pas facile. Et plus que c'est facile, plus que on a les bases de données, plus que c'est accessible, plus qu'on va avoir la possibilité d'attirer le talent des étudiants ambitieux et les plus talentueux.
Et je dirais, ça c'est pour moi comme un deuxième volet d'avoir tout ce qui est autour de nos cours, l'infrastructure, que c'est attrayant pour les étudiants. Et comme ça, je pense, je suis très positif qu'on va réussir d'attirer les meilleurs étudiants pour la finance durable. Merci Ivan. C'est justement un peu le nœud des conversations actuellement tourne autour sur la façon dont on est capable de mettre à l'échelle des initiatives qui sont aujourd'hui plutôt parcellaires ou individuelles dans le milieu académique. HEC Montréal, vous êtes très proactif sur la question de la durabilité, de l'intégration. Il y a quand même beaucoup d'enseignements d'éducation supérieure au Québec et le degré de maturité est aussi disparate. Puis quand on parle de mettre à l'échelle, c'est aussi de pouvoir s'assurer qu'on soit capable d'établir un dialogue ou du moins un langage commun avec l'économie réelle. Puis je vais peut-être me tourner vers Josiane et Flavie parce que Trottier et Fondation, vous êtes aussi en contact direct avec les entreprises et les gens qui sont à l'intérieur des entreprises. Comment est-ce qu'on s'assure aussi que ces personnes-là montent en compétences, en connaissances, se forment, s'éduquent sur les questions de durabilité? Je dirais, c'est un peu particulier à Fondation parce que nous, on va choisir les entreprises dans lesquelles on investit. Et celles qu'on choisit, ce sont les championnes de demain parce qu'on considère que l'économie doit et va se transformer parce que le modèle économique actuel n'est pas soutenable. Donc, les entreprises qui ont au cœur de leur modèle d'affaires une pratique qui vont permettre de résoudre, de contribuer à régler des enjeux environnementaux ou sociétaux, mais c'est elles qu'on veut choisir. Donc, déjà là, il y a une familiarité, une sensibilité qui est là à la base. Fait que vraiment, la perspective investisseur, ce sont celles-là qu'on veut investir. Donc, le dialogue ou il n'y a pas de sensibilisation à faire au concept de base. Là, la semaine dernière, on recevait Robert Beauchemin, qui est le fondateur de Moulins de Soulanges et aussi des farines milanaises. Puis cet homme-là a à cœur d'une vision il a réintégré la culture du blé au Québec, une conversion qui se fait avec l'agriculture biologique auprès de d'autres producteurs, qui influence l'industrie, les boulangers. Donc, c'est ce type d'entreprise-là qui amène des transformations. Mais on va jouer aussi un rôle d'une perspective non-investisseur, avec de dialogue avec des partenaires. Puis, ce qu'on va vouloir chercher à faire, je vais vous donner l'exemple du programme Génération d'impact qu'on a créé avec la Jeune Chambre de commerce de Montréal, où est-ce qu'on s'est dit, il y a un bassin de jeunes qui ont une intention, qui sont éco-anxieux et on veut les amener à être éco-déterminés, donc leur donner la capacité d'agir. Et là, au cours d'un programme de 8 mois à peu près, ils sont en contact avec différents sujets, que ce soit sur les changements climatiques, la santé bien-être, EDI. Bref, ils doivent réaliser un défi, mettre en place une pratique d'impact au sein de leurs entreprises parce que toutes les organisations doivent se transformer, elles doivent le faire rapidement. Donc, insuffler ce changement-là pour que les autres organisations se transforment, on essaie de faire ça aussi parce que il faut qu'on change nos codes de succès et de réussite dans le monde des affaires. Là. Si on fait juste gagner plus d'argent et faire la démonstration de notre succès financier en achetant une plus grosse voiture, une plus grosse maison, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaie de le faire comme investisseur avec les entreprises qui changent l'économie, mais aussi de côté avec des partenaires qui veulent faire cette armée-là de personnes qui veulent changer aussi l'économie. Flavie? Oui, bien, rapidement, je pense que Josiane t'a mis le doigt sur quelque chose d'important avec ton exemple avec les farines de la milanaise qu'on aime beaucoup. Hein? On les adore. Mais je pense que ça traduit bien l'importance que ça parte de la direction aussi. Fait que je pense qu'il y a un rôle à jouer pour former les conseils d'administration, s'assurer que les conseils d'administration de nos entreprises aient une expertise climatique. Puis ça peut aussi passer par les changements de réglementation, puis le gouvernement peut aussi avoir un rôle à jouer. Les investisseurs aussi peuvent avoir un rôle à jouer là-dedans. Fait que la formation des conseils d'administration, je pense que tout part de là, c'est fondamental. L'autre aspect pour former les employés, la masse salariale de ces entreprises-là qui forment le tissu économique finalement, c'est aussi, et Yvonne, tu le disais, d'avoir une infrastructure qui est accessible pour la formation. Nous, on a financé, on a contribué à mettre sur pied avec Concordia un programme de micro-certificats en finances durables. Et c'est une formule très simple, c'est 3 soirs de conférence, 1 semaine sur 2, c'est très accessible. Je pense qu'il faut rendre plus facile l'accès et pas nécessairement se lancer dans
un cursus de 3 ans, 5 ans, mais d'avoir une formule qui est peut-être plus accessible, je pense que ça peut attirer les talents aussi. Le point que tu fais sur la formation des dirigeants, des administrateurs de société, il est extrêmement important. Puis, vous avez certainement suivi l'actualité ou pas, mais il y a 3 semaines de cela, un mois de cela, il y a un projet de loi qui a été déposé au niveau fédéral pour inciter la formation des membres de conseil d'administration, pardon, des entreprises qui sont sous juridiction fédérale avec la loi sur les sociétés du Canada. C'est une sénatrice indépendante qui a déposé ce projet de loi-là, qui fait écho à ce qu'on voit dans d'autres juridictions en Europe, en France, avec le devoir de vigilance, etc. De la même façon, je pense que chez HEC, c'est un aspect, là, vous formez aussi beaucoup de dirigeants. Comment ça s'intègre cet aspect-là, justement, de transfert de connaissances et de montée aussi en compétences sur les enjeux de durabilité au sein même de l'économie et des entreprises? Oui, pour nous, la formation, ça découle automatiquement aussi un peu de la recherche. Donc, pour avoir un impact, effectivement, on a fait des formations et c'est très intéressant de voir la clientèle qu'on attire. Donc, je dirais, c'est sûr, les premiers qu'on va recevoir, ce sont ceux qui sont déjà sensibilisés, qui s'intéressent. Et je pense que le grand défi à relever, c'est ceux qui s'intéressent, mais n'ont pas les moyens ou l'infrastructure à l'intérieur de leurs organisations. Mais il y a aussi l'autre clientèle, c'est ceux qui, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire naturellement. Donc, je me demande à certains niveaux, c'est peut-être aussi une discussion qu'on doit avoir, si on impose une formation, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est efficace? Au moins, disons, à l'interne de l'école. Moi, je le tourne de l'autre côté, je dis à mes collègues, parce que nous, on a la liberté académique. Je ne peux peut-être pas dire à mon collègue, maintenant, tu dois enseigner la finance durable parce que moi, je le veux. Ça ne fonctionne pas comme ça et je pense, pour être effectif, ça fonctionne aussi pas vraiment au milieu privé, qu'on impose quelque chose, ça ne donne pas le meilleur résultat. Donc, on doit donner de nouveau, je pense, les incitations et on a parlé un peu hier sur le comité de ça aussi. Si le secteur privé a des offres très intéressantes pour des postes en finance durable, ça va être très facile pour moi comme de convaincre mon étudiant comme de peut-être faire son travail à ce sujet parce qu'il va voir, ça lui donne beaucoup de possibilités, c'est quelque chose d'intéressant. Si l'étudiant a la perception que c'est un domaine marginal, c'est beaucoup plus difficile de le convaincre. Donc, je pense ça, c'est le défi, comme comment est-ce qu'on peut former les personnes qui n'ont pas nécessairement l'envie de le faire. Mais je dirais, c'est aussi pas nouveau. Si je recule 20-30 ans, c'était les produits dérivés. Il y avait beaucoup des dirigeants qui n'avaient pas les connaissances. Et à certains moments, ils ont réalisé, mais je dois faire quelque chose. Je vous dis, à l'époque, je travaillais pour le centre d'études de la Banque nationale suisse. On avait des cours très intéressants. C'était des hauts dirigeants. Et moi, j'étais à l'époque étudiant de doctorat. Comme je faisais des exercices avec eux. Et quelquefois, tout à coup, quand ils avaient commencé à avoir confiance, comme ça ne sort pas de la salle, je peux poser enfin mes questions. C'est quoi un contrat terme? Comment ça fonctionne? Et je pense que c'est là où on est peut-être rendu avec les gestionnaires. Ils sont en place, haute direction, ils entendent parler de finances durables. Ils savent à peu près c'est quoi, mais c'est pas facile pour eux de revenir à la table dans des cours pour apprendre la base. Je pense qu'on doit trouver comme des moyens efficaces pour former ces personnes clés. Je vais rebondir sur c'est quoi la finance durable? C'est un élément extrêmement important parce qu'il n'y a pas vraiment de définition commune qui est aujourd'hui acceptée là, globalement sur ce qu'est la finance durable. Puis une des réflexions que nous avons aussi, c'est peut-être de se doter d'une définition de ce que doit être la finance durable dans un contexte qui est le nôtre ici au Québec. Donc, ne soyez pas surpris qu'à la fin des travaux au niveau de la feuille de route, il y ait peut-être une proposition de ce qu'est cette finance durable-là, mais il y a aussi le comment faire de la finance durable, puis de l'alignement des flux financiers de capitaux avec l'économie réelle est extrêmement important. Je vais me tourner vers toi, Flavie, qui travaille chez Trottier, le milieu philanthropique, les fondations. Vous êtes aussi très, très présent là, pour soutenir. Qu'est-ce que tu vois comme stratégie qu'on devrait déployer, qu'on devrait mettre en œuvre là, pour faciliter justement cet alignement de flux de capitaux avec des enjeux de durabilité aujourd'hui?
Bien, écoute, à la question comment on dirige les flux de capitaux, la réponse est on établit les règles du jeu. C'est ça la réponse. Alors, quelles sont les règles du jeu de la finance durable? Selon les meilleures pratiques internationales, il y a 4 piliers importants. Alors, le premier pilier, c'est d'établir une taxonomie. La taxonomie, c'est quoi? C'est une simple classification, finalement, un peu comme le logo Energy Star sur nos frigos, de ce qu'est un investissement durable ou un investissement vert. Donc, ça, c'est la première chose à faire. On sait que le gouvernement canadien, en ce moment, développe une taxonomie. On l'attend depuis 2 ans déjà. Ça devrait sortir d'ici la fin de l'année, à ce qu'on a entendu Le au ministre sommet Guilbeault de s'est la commis finance. à ce qu'il y ait des annonces d'ici la fin de l'année au niveau de la taxonomie fédérale. Exact. Mais maintenant, la question, c'est, on sait que le gouvernement canadien est aussi soumis à des fortes pressions de l'industrie. La taxonomie sera-t-elle alignée avec la science? Et là, la question qu'on peut se poser dans le cadre de nos travaux au Québec, c'est est-ce que le Québec peut être assis à la table et s'assurer que le gouvernement canadien ait le bon niveau d'ambition pour sa taxonomie? Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Est-ce qu'on peut se préparer proactivement à comment on réagit à cette taxonomie canadienne-là une fois qu'elle sera sortie? Je pense que ça, c'est quelque chose auquel il faut penser. Maintenant, un système de classification tout seul, ça va nulle part. Il faut que ce soit attaché à des réglementations sur la divulgation des entreprises. Et donc, la divulgation d'informations relatives aux risques climatiques. Au Québec, à Montréal, on est un des sièges de l'ISSB. Donc, il y avait toutes sortes de standards internationaux. Là, ça commence à se resserrer tranquillement autour de certaines normes, dont l'ISSB, qu'on a adapté au niveau canadien. Mais donc, la question, je pense que, et puis en plus, l'ISSB, c'est le minimum. Hein, on ne parle même pas de la double matérialité comme il y a en Europe. Mais je pense que ça, c'est la base. Hein. Ça, c'est le deuxième élément fort qu'il faudrait adopter, c'est des standards au niveau de la divulgation. Il faut aussi soutenir les PME. Tu parlais des PME. Donc, comment on soutient les PME au niveau de la divulgation? C'est fondamental. Est-ce qu'on peut penser à une plateforme de divulgation simplifiée, par exemple? Comment on s'assure qu'elles aient accès à de la donnée? Ça, c'est toujours un grand problème, surtout pour le champ d'application 3. Donc, l'accès à la donnée, c'est des choses auxquelles il va falloir penser. Maintenant, il ne suffit pas de compter les GES, il faut aussi les réduire. Donc, le troisième pilier, ce sont les plans de transition. Alors, le plan de transition, c'est comme un athlète qui se donne un objectif d'aller aux Jeux olympiques. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va définir un plan d'entraînement. Mais c'est exactement la même chose pour nous. Donc, il ne faut pas seulement avoir cet objectif-là d'atteindre le 1,5 degré de l'accord de Paris. La question, c'est comment on va y arriver. Et en ce moment, les plans de transition ne sont pas réglementés du tout. Il n'y a pas de ligne directrice pour les plans de transition. Donc, c'est un gros gap actuellement et il faut se pencher là-dessus le plus rapidement possible parce qu'on ne s'y rendra pas aux Jeux olympiques. Alors, il faut, pour définir un plan d'entraînement, des nutritionnistes, un coach, il faut s'allier des experts, mais c'est la même chose pour les plans de transition. Il faut aller chercher de l'expertise, développer des lignes directrices. Donc ça, c'est fondamental. Le quatrième pilier, ce sont les scénarios, l'analyse de scénarios. Alors, si on veut développer des plans de transition de façon stratégique, il faut aussi se préparer à, bon, on va-tu se blesser? Il va-tu avoir de la météo qui va ralentir l'entraînement? Mais c'est la même chose pour développer des plans de transition. Il faut analyser certains types de scénarios. Et ces scénarios-là doivent être basés sur la science. Donc, je dirais, pour diriger les flux de capitaux, il y a une recette assez simple qui existe finalement, c'est de s'assurer d'avoir les piliers de qui permettent une infrastructure de la finance durable. Donc, la taxonomie, la divulgation, les plans de transition et l'analyse de scénarios qui est basée sur la science. Je dirais que c'est ça la recette. Se doter de l'infrastructure, c'est quelque chose qui est effectivement fondamental et nécessaire pour pouvoir articuler les flux de capitaux, mais ça prend aussi des joueurs, des acteurs financiers engagés. Puis je me tourne vers toi, Josiane, parce que tu disais, vous avez une loi constituante qui est particulière, mais vous avez des brins d'ADN qui sont aussi particuliers chez Fondation. Donc, ça se traduit comment chez vous, là, concrètement, cette intentionnalité au niveau d'avoir un effet d'entraînement positif là? Dans notre pratique d'investissement, oui. Bien, en fait, oui, le développement durable fait partie de notre constitution. Donc, on aide les gens à préparer leur retraite et à préparer le monde dans lequel ils vont l'investir. Donc, les gens qui ont vraiment plus besoin d'épargner. Puis, avec ces capitaux-là, bien, on vise des entreprises qui
participent à transformer l'économie. Mais dans ta recette, moi, j'aurais envie d'ajouter un ingrédient ou c'est pas toutes les entreprises. En fait, il faut choisir les entreprises. Quand on a des capitaux, on a une responsabilité de l'argent qui va permettre de faire arriver des projets et de ne pas faire arriver d'autres projets. Puis il arrive un moment où est-ce qu'on doit se dire, est-ce qu'on finance une entreprise parce qu'elle fait bien les choses, elle gère bien son eau, elle gère bien ça, elle a un plan, ou bien parce qu'elle fait les bonnes choses. Donc, tu sais, on est dans une société de surconsommation. Est-ce qu'on veut financer des entreprises qui vont exploiter des ressources, potentiellement des personnes ailleurs dans le monde. Et puis, oui, ça va faire un indicateur sur notre PIB, mais ultimement, ça va se rendre au site d'enfouissement, alors qu'une entreprise qui, elle, contribue à créer, améliorer le bien-être, réduire, préserver la biodiversité, réduire les... C'est un aspect. On a travaillé, nous, avec les années, on s'est amélioré, là, parce qu'on va dire qu'en 96, quand on a été créé, puis ce qu'on fait maintenant en 2024, ce n'est pas la même chose. Un spectre de la finance, là, où est-ce que dire, ben une entreprise qui est responsable, donc qui gère ses risques, une entreprise qui est durable, qui veut bien faire les choses, versus une entreprise d'impact, donc qui veut vraiment régler des enjeux. Puis on a aussi, on tente d'avoir une approche qui va être plus structurante sur le marché. OK, il y a un enjeu en efficacité énergétique. Bien, on va réfléchir, encore là, on va s'asseoir avec des gens qui sont des experts dans le domaine, puis on va venir comprendre pourquoi, par exemple, il y a plein de programmes gouvernementaux en efficacité énergétique, puis des entreprises n'en profitent pas. Mais on est arrivé avec une entreprise, un fonds qui s'appelle la SOFIAC. Puis là, je ne me rappelle jamais les lettres. Ce que ça veut dire, c'est l'efficacité énergétique. Bref, on a créé la SOFIAC Québec. Donc, on finance des projets dans des entreprises pour réduire les coûts de consommation, donc réduire l'empreinte carbone. Et on se paye à même les économies. Donc, l'entrepreneur ou le propriétaire immobilier n'a besoin de rien faire. Il n'y a pas l'expertise technique. Donc, tout est clé en main. On a élargi ça à une SOFIAC Canada. En janvier, il y a une SOFIAC France. Et puis là, je pense la semaine passée ou il y a 2 semaines, ce n'est pas le même nom, là, mais c'est au niveau municipal avec la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est comme ça qu'on va venir investir avec intentionnalité. On a un problème, on se met à plusieurs, puis on le règle. Puis c'est là qu'il faut aligner les capitaux vers des effets qui vont avoir une différence. Si je comprends bien, puis ça prend vraiment d'avoir une danse à deux entre le secteur financier, l'économie réelle, la société. Puis je vais rester avec toi, Josiane, quelques instants, parce que d'établir ce dialogue, il est extrêmement important. Puis c'est un des éléments là, qui est fortement discuté dans le cadre de notre feuille de route. Puis moi, je suis assez... comment dire, pas surpris, mais je suis agréablement étonné de voir cette dimension-là ressortir fortement de nos discussions, de nos concertations. Et puis certainement, c'est un élément qui nous distingue aussi des autres feuilles de route, la dimension sociale, sociétale de ce qu'est une feuille de route en matière de finances durables et de la transformation que ça doit amener. Elle est aujourd'hui partie prenante de nos discussions. Comment tu vois cela, toi, à travers tes yeux, à travers ce que vous faites aussi chez Fondation, la nécessaire établissement d'un dialogue de société autour de l'alignement du secteur financier avec des objectifs de durabilité? Mais c'est une excellente chose. Puis, le dialogue avec la société civile, elle est essentielle. Tu sais, les enjeux auxquels on fait face, ils sont colossaux là, en termes je veux dire, juste l'augmentation des inégalités, la crise climatique, c'est prouvé que le secteur financier peut résoudre ça seul. Et on l'a vu, ne serait-ce que pour la feuille de route, les bonnes pratiques dans les juridictions. Celles qui ont du succès, c'est parce qu'elles ont fait cette consultation-là. Puis si on veut faire les choses, Béatrice Vaugrande, qui est la directrice générale d'Oxfam Québec, fait partie du comité de société civile. Et elle a une phrase qu'elle a dite, qu'elle a écrite sur les réseaux sociaux et que je vais vous la dire, c'est une perle. C'est pas en travaillant puis en améliorant les bougies qu'on a inventé l'électricité. Donc, si le système financier continue à rester juste entre lui, pour essayer de faire les choses différemment, on n'y arrivera pas. On a besoin d'être en lien avec les gens qui ont une meilleure connaissance des enjeux, nécessairement une meilleure connaissance des solutions, qui ont des préoccupations qui sont différentes des nôtres, qui vont nous amener à améliorer. Puis,
À Fonds d'Action, c'est fondamental, là. On considère que ce n'est pas à la finance de définir ce qui est durable dans la finance durable. La finance est un moyen, elle existe en lien, en connexion avec l'économie réelle. Donc, c'est en allant chercher cette connaissance-là, cette réflexion-là, qu'on va permettre qu'on va pouvoir innover, puis soit changer les règles du jeu actuelles parce qu'elles ne conviennent pas. Il faut la changer, la finance. Donc, c'est au contact de d'autres qu'on va le faire. Flavie, Ivan, est-ce que vous voyez des mécanismes particuliers par lesquels on pourrait s'assurer d'avoir vraiment une gouvernance aussi inclusive autour de notre feuille de route de la finance durable, son application dans notre province? Comment est-ce qu'on s'assure de concerter, de mobiliser, de garder engagé là, tout un tas de parties prenantes? Parce qu'il y a quand même beaucoup de monde là, qui va être interpellé d'une façon ou d'une autre par nos travaux. Ivan, Flavie? Oui, je dirais, c'est pas seulement comme dans notre travail avec la feuille de route, je dirais aussi en général pour les entreprises. Si tu me demandes qu'est-ce qu'on devait faire au niveau gouvernance, je pense on a parlé de diversité et tu as mentionné aussi, comme Josiane, la diversité des expertises que ça nous prend. Et je pense que c'est comme un angle qui est vrai partout, pas seulement pour notre groupe de travail, d'avoir des expertises. Donc, je vous donne un exemple. Josiane, tu vas l'aimer. HEC, on a investi dans Inland, c'est comme pour capturer le méthane. Et quand on avait présenté ce projet au sein du comité du fonds de pension, c'est pas évident parce que moi, je suis pas un spécialiste pour connaître toutes les techniques parce qu'à la fin, pour connaître du succès, s'il s'agit d'un fonds de pension, il y a quand même certains enjeux que ça doit avoir une certaine profitabilité. Donc, la discussion était autour de la question, est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui vont faire la même chose, qui ont des meilleures technologies? Et pour ça, ça nous prend des experts, des ingénieurs. Si nous, on parle de biodiversité, je pense qu'on doit l'admettre, on ne connaît pas assez pour vraiment juger quelle compagnie dans quel projet est vraiment bon ou pas bon, quels sont les enjeux. Ça nous prend des biologistes, ça nous prend des chimistes. Donc, oui, je pense aujourd'hui la diversité que ça nous prend au sein des groupes de consultation comme la feuille de route, au sein des conseils d'administration, ça prend d'autres expertises. Et j'irais même une étape plus loin. Je pense que ce qui nous manque, c'est aussi la diversité au niveau de génération. Donc, c'est les jeunes qui vont comme avoir toutes les conséquences du changement climatique beaucoup plus que ceux qui sont présentement en place. Et je ne sais pas c'est quoi le pourcentage des jeunes qui sont représentés dans des comités, mais aussi dans des conseils d'administration. Donc, je pense qu'on doit presque aussi redéfinir, quand on parle de gouvernance, on a souvent parlé comme d'avoir l'inclusion, la diversité sur les boards, mais je pense qu'on doit redéfinir aussi un peu c'est quoi la diversité. C'est pas juste le genre, c'est pas juste l'origine, des choses comme ça. Non, ça nous prend à d'autres aspects de diversité. Flavie, est-ce que tu voulais réagir? Peut-être juste rapidement là, pour rebondir sur ce que tu dis, Yvonne. Je lisais justement la semaine dernière une étude scientifique qui est sortie qui établit un lien de corrélation très, très direct entre la diversité des parties prenantes autour de la table et l'ambition qui est générée ou les changements sociaux qui sont impactés. Donc, je pense plus il y a des voies diverses, plus on est capable d'aller chercher de l'ambition et de générer du changement. Je pense que Finance Montréal, vous le faites très bien avec le comité aviseur, de mentionner la diversité des parties prenantes qui est autour de la table, la consultation publique aussi. Je pense qu'il faut continuer à aller dans cette même veine. J'ajouterais juste un élément, justement, la jeunesse, l'ambition, il faut s'ouvrir à des idées qui sont plus radicales pour essayer de comprendre le besoin qui est exprimé, puis aussi avoir des référents qui vont nous permettre d'imaginer cette économie-là qui n'est pas celle d'actuellement, là. Donc, avoir cette ouverture-là. Flavie, tu nous parlais des règles du jeu qui sont à clarifier. Tu as parlé de taxonomie, tu as parlé de divulgation, de données autour de cette divulgation-là, de plan de transition, et puis les scénarios. Est-ce que, dans votre compréhension, puis la question s'adresse à tous les trois, est-ce que vous voyez d'autres règles du jeu qui mériteraient d'être clarifiées pour pouvoir accélérer les pratiques et la transition au Québec et ailleurs?
Je pense que la base, c'est de s'assurer que nos lois, notre réglementation est raccord avec le texte de la dernière COP qui parle de transitionner hors des énergies fossiles. Je pense que si on s'assure que nos lois, nos réglementations évitent le verrouillage carbone, c'est la base. Donc, au niveau des lois, des exemples concrets, on pourrait élargir le mandat de nos organismes de régulation financière, par exemple, pour aller non seulement vers la matérialité du risque climatique, mais ouvrir vers la régulation des plans de transition, par exemple. Donc, s'assurer que les mandats de nos organismes de régulation financière soient assez larges pour couvrir le spectre et transitionner. Ensuite, on peut clarifier les responsabilités fiduciaires aussi pour s'assurer qu'on inclut la mitigation, l'adaptation des changements climatiques dans le devoir fiduciaire des administrateurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller vraiment au cœur des lois qui régissent le système financier et qui vont ensuite avoir toutes sortes de conséquences positives sur le reste de la réglementation financière. Josiane, Yvan, est-ce que vous voulez compléter sur la partie des cadres, des règles du jeu? C'est un excellent point, là, de retravailler la conception du devoir de fiduciaire. Là. Je ne sais pas, Florian, là, tu sais la quantité de milliards qu'il y a dans les régimes de retraite qui est notre épargne à nous et qui, plus on la laisse financer des énergies fossiles, moins on va pouvoir ultimement prendre une retraite là, et on va pouvoir vivre dans ce monde-là. Donc, il faut aller au cœur de ces choses-là. Mais il y a aussi le leadership que nos organisations doivent avoir, la réglementation, le langage commun parfait, ça n'existera pas, mais on va avoir un bon langage. On va avoir notre dictionnaire qui va nous permettre de savoir c'est quoi le vert pâle, vert foncé. Non, finalement, c'est brun. Ça va exister, mais ça prend du leadership. Nos organisations ne doivent pas attendre que tout soit en place pour agir. Puis justement, au dernier sommet de la finance durable, là, on avait une partenaire de Triodos, Hadewig Cooper, qui était là. Ils sont basés aux Pays-Bas, puis ils sont des leaders dans le domaine en investissement d'impact. Il faut agir maintenant. Ces choses-là existent. Elles vont avoir différentes itérations, mais de grâce, faites-le tout de suite. Elle avait ajouté aussi, n'attendez pas nécessairement d'avoir une taxonomie ou autre pour pouvoir agir. C'est juste une boussole. Un de plus. Et elle a aussi dit toute finance a de l'impact. Exactement. Oui. Yvan, est-ce que tu voulais compléter sur ce point-là? Oui, je suis tout à fait d'accord. On a vraiment besoin d'une taxonomie et pour bien accompagner. Mais je dirais que c'est juste en principe pour le rendre plus efficace cette transition. La transition, ce n'est pas un choix, c'est une réalité. Disons, toutes les entreprises sont affectées par le changement climatique et même dans des États. Il y a les débats dans certains États aux États-Unis d'interdire ou de criminaliser des investissements ESG. Est-ce que ça va changer quelque chose? À court terme, malheureusement, oui, mais ça ne change rien du fait que les assurances sont retirées de la Californie. Maintenant, ils se sont retirés à cause des inondations et des ouragans qui sont beaucoup plus fréquents. Plusieurs assurances se sont retirées de la Floride. Il n'y a pas une réglementation qui a prédit ça. Il n'y a pas une directive gouvernementale. Non, c'est le marché. Et un de mes collègues et amis à Chicago, avec lequel je travaille maintenant aussi en finance durable, lui, il a déjà publié il y a quelques années un article sur le scandale de l'huile de palme et Nutella. Oui, c'est une fois que les consommateurs ont réalisé c'est quoi l'effet dévastateur pour les forêts en Indonésie pour l'huile de palme, la demande a chuté. Et une fois la demande, le marché ne voulait plus rien savoir d'un tel produit. Oui, les producteurs se sont adaptés sans qu'il y ait une réglementation. Donc, moi, je compte beaucoup sur les forces des marchés, sur la réputation, l'impact réputationnel sur les entreprises, mais pour le rendre plus efficace. Je pense qu'on a absolument besoin d'une taxonomie, on a besoin d'une certaine réglementation pour avoir certaines règles de jeu, mais de l'autre côté, comme vous l'avez déjà mentionné, ce n'est pas suffisant. Mais si le marché le veut,
je pense qu'on va avoir plus vite une réglementation, mais on va aussi au plus vite vraiment l'impact positif de cette réglementation parce que ça va être mis en place. Donc, si on a toutes les informations ESG et en plus, le marché veut vraiment des produits qui sont plus durables, donc c'est gagnant-gagnant et les deux vont nous aider dans la transformation. Mais je pense surtout la taxonomie, Flavie, je pense, c'est pas par hasard que tu l'as mentionné tout en premier. Je pense ça, on devait faire assez vite. Ça ne va pas être parfait. Ce n'est pas parfait, ça ne va jamais être parfait, mais ça nous prend les balises pour avancer plus vite que présentement. Merci à vous trois. On arrive quasiment à la fin de notre conversation, puis j'aimerais peut-être prendre une ou deux questions des gens qui sont dans le public. J'arrive dans quelques instants ou en ligne, mais pour terminer, puis je vais juste rebondir sur ce que tu disais. La feuille de route, elle ne va pas être parfaite aussi, ou du moins ce qui va être déposé a une durée de vie qui va être limitée dans le temps parce que le contexte politique, réglementaire, l'environnement évolue aussi très très rapidement, puis ça va être certainement un processus itératif. Il ne va pas y avoir non une feuille de route, mais il va certainement y avoir plusieurs feuilles de route. Donc là, on donne un cadre stratégique, une impulsion de base. Si on se projette un peu en avant, et je vous demanderai d'être assez bref, mais vos aspirations au niveau de cette feuille de route-là, personnelles, c'est lesquelles? Qu'est-ce que si on se donne l'autorisation de rêver là, qu'est-ce que vous voulez autour de cette feuille de route? Flavie, Josiane et puis enfin Yvan. Ben, moi, je suis emballée de savoir que le gouvernement du Québec veut être un chef de file en matière de finances durables. Je pense qu'il y a vraiment une opportunité à saisir. Je veux dire, je suis assez fière du Québec au niveau de sa feuille de route en général, au niveau des changements climatiques. On est reconnu à l'international. On est une des premières juridictions à avoir s'être commis à ne plus faire de l'extraction des combustibles fossiles. On est une des premières juridictions à avoir mis en place un système de plafonnement et d'échange, la Bourse du carbone avec la Californie. Et soit dit en passant, c'est un système qui a perduré dans le temps malgré les changements successifs de gouvernement. Donc, tu dis le contexte politique peut changer, mais je pense qu'on a réussi à garder une cohérence quand même dans notre action. Donc, j'ai cet espoir-là aussi pour la feuille de route en finances durables. Donc, je pense qu'il y a vraiment une opportunité à saisir. Je pense qu'on a été bon jusqu'à maintenant pour développer, puis pas parfait, mais bon pour développer des programmes d'électrification des transports, de décarbonisation des bâtiments et tout ça. Mais je pense que jusqu'à maintenant, l'angle mort, c'était la finance durable et là, on s'y attaque. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir que le Québec devienne vraiment un chef de file en Amérique du Nord. Moi, c'est ça mon aspiration personnelle, puis j'espère pouvoir contribuer à cette réflexion-là. Merci Flavie. Josiane? Mais en fait, je partage ton point de vue, Flavie. Puis, tu sais, je trouve qu'on a le volet collectif de nos institutions financières, le dialogue qui se crée un peu naturellement et qui est encouragé. Mais moi, mettons, on rêve, là. Oui, les financiers, oui, les gouvernements, oui, les entreprises, puis après ça, on fait, oui, nous, les particuliers, les personnes, là, on fait comme l'huile de palme, là, on se rend compte du pouvoir qu'on a, puis on veut avoir de l'impact avec notre épargne individuelle et collective, puis on amène ces changements-là. Moi, j'ai ce rêve-là. Merci, Josiane. Yvan, le mot de la fin? Oui, pour moi, bien sûr, je viens du secteur universitaire, donc pour moi, le rêve, c'est vraiment comme que Montréal soit reconnu comme au niveau mondial pour sa recherche en finances durables, parce que je pense quand même avec la recherche, ça nous donne la possibilité de former des experts et aussi ensuite, si on a toute cette infrastructure, d'attirer le talent. Et je pense pour Montréal, c'est une grande opportunité et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais m'impliquer au sein de ce comité pour la feuille de route et plus particulièrement avec ce sous-groupe sur comment outiller le talent pour former nos futurs experts. Donc, je pense que les universités jouent un rôle primordial et je pense que c'est vraiment comme une très belle opportunité qu'on a parce que c'est nouveau. Je pense qu'on a bien commencé. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je pense que Montréal, c'est déjà comme dans plusieurs classements parmi les top 10, mais ça va être très compétitif parce que d'autres villes vont aussi découvrir les opportunités qui viennent avec. Mon ambition, c'est qu'au niveau académique, qu'on va être un centre de premier plan en finances durables.
Merci beaucoup à vous trois. Merci énormément pour votre générosité, vos commentaires et surtout pour votre implication continue dans l'élaboration de cette feuille de route. Je proposerais qu'on prenne deux questions parce que malheureusement, on est déjà au-delà du temps qu'on s'était accordé. David, je vois que tu lèves ta main depuis tantôt. Tu dois avoir mal au bras d'ailleurs, donc on te laisse la parole. Hey, ça me tenait à cœur, là. Non, mais merci pour le panel. C'est vraiment encourageant de voir ça. Question rapide, je vais vous donner le temps à d'autres questions. On parle d'inclusion, écosystème, talent, etc. Particulier. On a parlé de monsieur, madame, tout le monde. Je vois Maria ici qui a fait un rapport là, que je vous suggère de regarder. C'est quand même inquiétant qu'on dit qu'il y a un très faible pourcentage des conseillers financiers qui sont capables de parler d'investissement durable. Moi, ça fait des années que je travaille là-dedans, puis j'explique encore c'est quoi mon métier à mon oncle, mes amis, même dans le monde des affaires. Puis on avait fait un vox pop au sommet de la finance durable, puis on disait, si vous conseillez vos amis à aller vers la finance durable, à qui vous les référez? On dit conseiller financier, mais s'ils ne sont pas formés. Fait que je voulais juste voir si c'est une grande priorité au niveau du retail, parce que quand les particuliers vont bouger, la masse critique bouge, tout va bouger en même temps. Mais comme Triodos le disait, ça prend une liste d'ingrédients. Fait que si les gens vont acheter un produit, ils ont juste la liste des ingrédients pour les fonds positifs ou impact thématique, mais ils n'ont pas la liste d'ingrédients pour les autres stratégies. Fait que dans le fond, ils ne peuvent pas savoir qu'un a beaucoup de cholestérol puis du gras. Ils savent juste que l'autre est lean. Fait que je trouve qu'il y a comme un déséquilibre et je me demandais si le Québec a un rôle à jouer au niveau du leadership pour amener tout le monde dedans, pas juste l'institutionnel, même si on a fait beaucoup de trajets là-dessus. Voilà. Est-ce que l'un de vous veut prendre la question ou sinon je peux y aller? Non, mais je suis complètement d'accord. Là, juste sur un point de vue personnel, là, je parle à mon conseiller financier, c'est décourageant. Là, non, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a des trucs simples aussi à mettre en place où on ne donnera pas le choix au conseiller financier d'aborder ces questions-là. Je te donne un exemple. Tout individu qui veut avoir des placements se doit de remplir un questionnaire de profil de risque. Et dans ce questionnaire-là, il n'y a aucune question liée à l'investissement responsable. En Europe, ils ont ajouté une question liée à l'investissement responsable. Bien ça crée une brèche, ça ouvre une brèche, puis les conseillers sont obligés d'avoir ces conversations-là. Je pense qu'il faut aussi explorer ce genre d'options-là qui créent des brèches puis qui vont générer du changement. Mais évidemment aussi toute l'éducation. Là. Oui. Alors, tout est dans tout, et puis ça fait partie des conversations qu'on a aujourd'hui de la feuille de route et le rapport que Maria a publié avec son équipe. On regarde ça de façon très, très attentive. Puis quand je dis que tout est dans tout, c'est parce que au niveau de la mobilisation ou de l'alignement des flux des capitaux, ce n'est pas uniquement la partie institutionnelle qu'on considère et on regarde comment aller capter l'épargne individuelle et la mobiliser pour soutenir la transition écologique. Donc, quand tu passes par là, tu réfléchis par quel véhicule tu dois passer pour mobiliser cette épargne-là, puis qui distribue ces véhicules d'investissement ou de placement. Et donc, quelles sont leurs compétences et quelles sont leurs formations par rapport à ça, et quelles sont les exigences qu'ils ont en termes de formation continue pour pouvoir distribuer ces produits-là. Et crois-moi, ça fait partie des conversations qu'on a aujourd'hui, là, de s'assurer comment on va capter cette épargne-là, ce capital, et on le met aux contributions de la transition socio-écologique. Et puis, on s'assure que dans la chaîne de valeur, il n'y ait pas de gap. Et la formation, les exigences au niveau des conseillers de placement, conseillers de finances personnelles, ça fait partie des conversations aujourd'hui. Ben. Si je peux ajouter un mot, c'est là aussi, je vois comme, premièrement, on est en train de faire une étude là-dessus. C'est quoi l'impact du conseiller financier? Donc, un de mes collègues à HEC, il a le laboratoire sur la littératie financière. Donc, on continue en ajoutant aussi la littératie en termes de finances durables. Qu'est-ce que les gens connaissent? Comment est-ce qu'ils réagissent? C'est quoi qu'est-ce qu'ils croient au niveau des rendements et à quoi s'attendre? Et c'est là où je vois aussi un rôle très important de la recherche parce que nous, notre tâche, c'est de trouver, je ne dirais pas la vérité, c'est un peu exagéré, mais je dirais vraiment comme les vraies choses. S'ils sont positifs ou négatifs, quelquefois, on va peut-être trouver dans nos études, oui, ça sous-performe, donc le rendement va être plus faible. Mais si je sais que la sous-performance est 1% et le client aimerait quand même aller vers un investissement durable, c'est beaucoup mieux de dire, de ne pas savoir, mais c'est quoi l'impact financier, à quoi m'attendre. Donc, je pense que la recherche joue un grand rôle pour mieux expliquer les choix
pour distinguer un peu ce qui est vrai, ce qui est faux, qu'est-ce qu'on a vu dans les données, parce qu'il y a tellement de choses qui se disent. Disons, ma conjointe m'a demandé la même question. Elle dit, je parlais à mon conseiller, je lui ai demandé, est-ce que vous avez comme un investissement responsable? Et la réponse était aussi assez décevante parce que c'était tellement pas clair, c'est quoi les conditions, parce que le produit était assez compliqué et c'était la réponse. Mais moi, ça me prenait plusieurs heures pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est quoi l'implication de cet instrument, c'est quoi l'impact sur la performance. Donc, je ne pouvais pas dire, ah oui, vas-y, parce que c'est au maximum, tu as peut-être 1% de moins de rendement, mais tu vas investir dans quelque chose qui est durable. Donc, je pense que ça va, la formation des experts, mais aussi comme la recherche pour soutenir qu'est-ce qu'on devait dire aux gens pendant une formation. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Maria? Oui, j'ai une question qui fait suite justement à la question de David. Donc, nous, quand on a fait notre recherche par rapport au conseiller, en fait, une des questions qui revenait, un commentaire qui revenait, c'était les gens ne sont pas intéressés. Et là, je reviens à la question tout à l'heure des points qui étaient faits. Une fois que les gens ont pris l'impact des palm oil, ils ont arrêté de commencer. Il y a le président d'Exxon qui a dit tant qu'il y a la demande pour oil and gas, on va en produire. Donc, ici, je reviens vers la question de la formation de la société, l'éveil de la société. Et question pour chacun de vous très rapidement. C'est sûr que ça prend quelqu'un de prendre le leadership. Comment est-ce qu'on peut éveiller la société à tous ces impacts-là pour changer leur comportement, autant de consommation qu'investissement? Donc, qui de reprendre le leadership au Québec et Canada? Et après, c'est sûr que c'est jamais un organisme ou une partie prenante qui doit l'aider. Il y a tout le monde qui contribue, point de vue d'université, les entreprises quand vous investissez. Donc, chacun de ces parties et Finance Montréal, Florian, tu es aussi inclus dans cette question-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire en représentant votre partie prenante pour contribuer à cet éveil de la société? En fait, moi, je commencerai en disant que il faut avoir de la tolérance et de l'ouverture et il faut se rappeler que les gens qui polluent le plus, je n'ai pas les données, mais encore là, Oxfam a sorti un rapport sur ça, là, où est-ce que c'est effarant la quantité entre les grands riches qui vont produire comme émission versus une personne qui habite dans un 3,5, qui n'a pas d'auto, qui n'a pas d'air climatisé. Il y a des proportions. Là. Les gens qui sont préoccupés par la fin du mois, qui ne se préoccupent pas pour la fin du changement climatique, il faut comprendre. Ensuite de ça, tout passe par de la littératie, de l'éducation, de la sensibilisation, puis dans les options qu'on peut leur donner. S'il n'y a que des choix responsables qui s'offrent à eux, ça va être plus facile de faire ces choix-là. Ensuite, pour Fonds d'Action, ce qu'on peut faire, nous, c'est aider les gens à réduire les inégalités financières quand ils sont à la retraite, de choisir les entreprises dans lesquelles on investit, d'avoir la capacité, parce qu'on est plus petit comme fonds, de faire de la recherche, d'innovation, d'avoir des véhicules, que ce soit une Lensis sur le marché du carbone, la Sofiac en efficacité énergétique, en économie circulaire, de faire la démonstration que ces nouveaux véhicules-là financiers existent pour qu'il y ait d'autres capitaux qui se dirigent vers ça. Puis, c'est des changements de comportement après ça humains là, qui sont plus longs. Là. Si je peux y aller avec mon avis qui n'engage que moi et pas l'organisation avec laquelle je travaille. Et puis, tu as commencé à toucher cela du doigt, Josiane, la littératie. On parle beaucoup de littératie financière, on doit parler davantage de littératie extra-financière également. Le niveau de littératie au Québec est très, très, très faible. De littératie générale et financière encore plus. Je pense qu'il y a un indicateur qui a été mis sur pied il y a quelques années là, de littératie financière entre 0 et 100, puis on se situe à 50, 54, quelque chose comme ça. Là. Donc, on est les derniers de la classe. Il y a un gros travail à faire de ce point de vue-là, de sensibilisation, d'éducation. Il y a un rôle collectif qu'on peut engagé là-dedans, de s'assurer que les individus, les particuliers prennent conscience des enjeux, et puis il y a, je pense, une prise de conscience un peu plus importante sur les enjeux de durabilité qui doivent être compris des investisseurs particuliers et des stratégies de rehaussement au niveau des compétences, au niveau de la connaissance de ces individus-là. Après,
Ça passe vraisemblablement aussi par une clarification dans les produits d'épargne d'investissement pour les individus. Une des façons possibles pour y arriver, puis je ne dis pas que c'est là qu'on s'en va, mais une des façons, c'est une labellisation. C'est aussi de permettre très facilement de reconnaître les produits qui vont être fléchés, entre guillemets, durables ou verts ou de transition ou avec des finalités sociales, solidaires, etc. La labellisation permet aussi de mettre un signal facilement pour l'individu, pour l'investisseur particulier. Donc, il y a une réflexion à avoir, à mon avis, de ce point de vue-là. Tout n'est pas bon à prendre dans les labels. On voit en Europe, c'est un peu le bordel. Comme souvent en Europe, il y a une trentaine de labels qui coexistent, qui se chevauchent. C'est pas facile d'y retrouver, mais au moins, on le voit que des fois, ça fonctionne. Un des exemples, c'est le label Finansol, qui a été développé en France, qui permet de classifier, on va dire, des produits d'investissement de finances sociales et solidaires. En quelques années, ça a été mis en place par la réglementation, mais en quelques années, c'est des milliards d'euros qui ont été collectés dans l'épargne individuelle et qui sont allés directement dans nos projets d'économie sociale et solidaire, des milliards d'euros. Et ça, si on n'avait pas mis en place une façon de labelliser, de donner un signal aux investisseurs particuliers avec une stratégie d'éducation, de sensibilisation par rapport à ces produits-là qui concernent le grand public, on ne serait pas allé capter cette épargne-là. Puis on n'aurait pas fait des logements abordables, on n'aurait pas fait des infrastructures sociales dans les municipalités, etc. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus, puis ça permettrait de répondre vraisemblablement à la question et l'interrogation que tu avais. J'aimerais juste dire une petite chose, ce qui va aussi peut-être illustrer un peu comment nous on fonctionne, ceux qui travaillent avec la feuille de route. Donc, on est là pour améliorer les choses, discuter les enjeux. Une chose que j'aurais dit, je n'appelle ça pas la littératie extra-financière parce que tout ce qui est lié à la durabilité, on parle de matérialité. C'est quoi matérialité? C'est s'il y a un impact, entre autres financier. Donc, moi, j'insiste toujours que ce serait plus la littératie en termes de durabilité. J'éviterais comme de dire extra-financier. Comme je dis, je voulais juste aussi illustrer ça. C'est comme ces sortes de discussions que nous, on a pour comment le rendre plus efficace. Et je suis tout à fait d'accord, ça nous prend aussi comme des mesures pour aider les gens. Moi, j'avais dernièrement cette discussion, je ne sais pas si quelqu'un a les réponses. Qu'est-ce qui est plus durable et moins polluant? Une pomme qui a été réfrigérée toute l'année, qui est une pomme du Québec, un ananas qui était importé par bateau ou une orange qui vient de la Floride en camion. Je peux vous dire, le dernier, c'est le dernier dans le classement, mais entre les deux premiers, je n'ai pas encore trouvé, j'ai fait des recherches, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Et je pense qu'on a beaucoup aussi besoin d'informer, de sensibiliser les gens pour ces questions clés. Pas seulement pour trouver une meilleure solution, mais pour faire penser les gens qu'ils pensent quand ils vont aller faire leurs achats, qu'ils ont les connaissances et la sensibilisation à ces questions. Et je pense que c'est comme la littératie en finance durable pour moi. On va se quitter sur ce problème insoluble entre la pomme et l'ananas, lequel pollue le moins. Flavie, Josiane, Ivan, un immense merci. Merci. Absolument pas. Vous allez recevoir après cette rencontre-là un courriel avec le lien pour pouvoir participer à cette consultation. Pour les gens qui sont en ligne, et je m'en excuse, il y a peut-être des questions qui ont été posées en ligne également. On va les prendre après cette rencontre, ce off, puis on va certainement aussi communiquer en même temps là, avec des éléments de réponse par rapport aux questions qui ont été posées en ligne. Sinon, je vous souhaite une très très belle période estivale. C'est le temps de se reposer, de se ressourcer et puis de revenir en forme à la rentrée avec de nouveaux développements autour de la feuille de route. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous et à très bientôt.